Écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle série de webinaires Défis et controverses. Vous avez maintenant l'habitude, je présume tous. Aujourd'hui, nous avons un thème, les laveries à vie de turbulences. Donc, accrochez-vous, les turbulences arrivent. Nous allons en débattre ensemble. Bonjour aux derniers arrivants. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de parler des laveries et d'en parler par rapport à ces trois configurations qui sont envisageables. Puisqu'on voit que certains, dans ce contexte de changement de contenant, puisque maintenant on va utiliser avec l'abandon des plastiques en restauration collective, on utilise du verre et de l'inox, et qu'il faut laver ces contenants. Et donc, on a des personnes qui choisissent de traiter le lavage de ces contenants en interne, d'autres qui vont mutualiser et d'autres qui vont externaliser. Et pour en parler, nous avons invité les professionnels les plus aguerris sur le sujet, nos grands témoins, afin qu'ils vous présentent leurs solutions pour faire face à cette nouvelle contrainte du service de restauration collective. Si nous avons développé ce sujet dans le magazine Notre Cuisine, nous recevons toujours de nombreux messages, de nombreuses interrogations, et on le voit encore aujourd'hui dans les inscriptions à ce webinaire des collectivités, des sociétés de restauration. De nombreuses questions se posent sur la réorganisation, effectivement, du fonctionnement des cuisines centrales en lien avec la laverie. Donc, c'est pourquoi il nous a semblé opportun de et selon l'expérimentation et l'étude d'impact de données du programme Recolim, pour 12 000 repas jour, une surface de 90 mètres carrés lavage et désinfection et de 70 mètres carrés de stockage de matériel propre avant son retour en cuisine sera nécessaire pour le traitement, pour le lavage de ces contenants. Donc on voit bien que là, il est difficile pour des structures déjà existantes d'intégrer cette laverie. On voit qu'il faut trouver des solutions externes. Et donc, tout ça, on va le voir. Mais on a des exemples puisque avec nous, nous avons Sophie Sauvourel, qui est directrice générale de Papillote et compagnie, la société publique locale d'Angers, qui assure la restauration scolaire pour la ville d'Angers, mais aussi 17 autres communes de l'agglomération, qui va nous présenter la solution qu'ils ont trouvée à Angers dans son contexte. Nous aurons aussi François Satin, directeur commercial, marketing et associé d'Usage, et Frédéric Souchet, qui est directeur général des services du CIRESCO, et non seulement illustre représentant du SEMLOG, un grand projet de mutualisation dont on va parler ensemble. Mais avec nous, nous avons choisi de faire venir un équipementier qui nous rapportera un peu son regard de technicien, son regard un peu extérieur. C'est lui qui installe les laveries, des grosses laveries, on en parlera. Alexander Loher, président de MECO France. Et puis, nous allons commencer tout de suite avec l'experte Marianne Guyot de l'ADEME, qui est ingénieure sur le réemploi des emballages au sein de l'Observatoire du réemploi et de la direction de supervision des filières REP. Voilà. Marianne, je vous passe tout de suite la parole. Merci. Merci Laurent, merci pour cette invitation. En tout cas, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir intervenir dans ce webinaire, précisément pour évoquer effectivement tous les différents learnings qu'on a pu obtenir, notamment dans les différents accompagnements d'acteurs qui sont notamment pour ce jour. Donc nous, ce qu'on voulait partager, c'est effectivement que le réemploi des emballages, et notamment précisément dans le secteur de la restauration collective, il y a de forts enjeux. Notamment au niveau réglementaire. C'est vrai que le réemploi des emballages, il y a des enjeux qui ont été inscrits dans la réglementation,
dès la loi AGEC, en fait, sur notamment l'atteinte de proportions de 5% d'emballage réemployé à horizon 2023, exprimé en unité de vente ou équivalent unité de vente, et 10% à horizon 2027, qui précise bien que les emballages réemployés doivent être recyclables. Mais cette réglementation de la loi AGEC, elle vient compléter une réglementation qui avait déjà été inscrite dans le cadre de la loi EGalim, qui précisait surtout la fin d'utilisation des contenants alimentaires de cuisson, réchauffe et service en matière plastique dans les services de restauration collective et les établissements scolaires et universitaires, ainsi que les établissements d'accueil d'enfants de moins de 6 ans. Ça a été étendu dans le cadre de la loi AGEC, notamment aux services de pédiatrie, d'obstétrique, de maternité, centres périnataux de proximité, ainsi que les services, d'autres services qui ont été précisés dans le Code de santé publique. Et on voit qu'il y a une vraie réflexion, une vraie émulation pour aller vers le sujet du réemploi des contenants, pour pouvoir permettre d'atteindre et de répondre en tout cas à ces enjeux réglementaires qui sont inscrits dans ces différentes lois. Donc à ce niveau-là, ce qu'on identifie, c'est qu'il n'y a pas une solution unique organisationnelle qui se développe. C'est vraiment variable en fonction de la structure, des types d'établissements, de la structure organisationnelle qui existe. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des opportunités de déplacement de cuisine centrale ou autres qui peuvent permettre d'accélérer en tout cas clairement le passage au réemploi, parce qu'on peut imaginer l'intégralité en fait du process de restauration autour de cet enjeu. Et on se rend compte vraiment il y a des enjeux d'espace, d'organisation, d'inclusion et de mobilisation aussi du personnel et des équipes de restauration autour de ce sujet pour que ça puisse vraiment perdurer et se développer de manière pérenne. Donc, la clé de la réussite, vraiment c'est vraiment la mobilisation de l'ensemble des équipes autour de ce sujet du réemploi. Il y a vraiment ce besoin, en tout cas, de communication très large autour des différentes structures qui vont être impliquées, en tout cas, dans cette chaîne de valeur et dans cette boucle du réemploi, parce que c'est vraiment un aspect circulaire qu'on entend. Et du coup, c'est vraiment une notion de pédagogie qui doit aussi être mise en place pour accompagner ces changements de comportement que le réemploi peut induire, et pour pouvoir notamment diffuser largement les bonnes pratiques. Donc pour ça, on a toujours un dispositif qu'on avait déjà initié dans le cadre du plan de relance à l'ADEME sur un accompagnement pour le financement de projets, d'expérimentation et d'études préalables à un investissement pour soutenir notamment ce passage au réemploi dans le cadre des cuisines centrales, cuisines scolaires. Donc la cible de ce dispositif, les collectivités ayant en charge une activité de restauration sont tout à fait éligibles. Donc c'est un dispositif qu'on va vous présenter tout de suite. Là, c'est la page directement du dispositif qui va vous être mis en ligne dans le chat également si vous êtes intéressé. Et vous pouvez regarder les différentes conditions d'éligibilité du dispositif et également les différents contacts que vous pouvez prendre pour pouvoir être mis en relation avec un ingénieur ADEME directement dans la région qui vous concerne, qui pourra répondre précisément à vos questions et vous accompagner si jamais vous avez des projets d'études, d'expérimentation ou investissements. Et donc, d'autres acteurs vont pouvoir effectivement témoigner de leur retour d'expérience pour lesquels certains d'entre eux ont pu bénéficier de ce dispositif l'année passée. Voilà, merci en tout cas pour ce webinaire. Merci beaucoup, Marianne. En fait, ce que je vois, c'est que vous soulignez qu'il n'y a pas d'organisation unique, même si nous allons axer notre réflexion autour de trois exemples, trois organisations qui semblent dessiner l'avenir de ces laveries. Et puis, ce que l'on voit, c'est en fait la nécessité de mobiliser les équipes. J'aimerais quand même avoir le sentiment du président de Meiko France, Alexander. J'aimerais bien avoir votre Marianne, sur ce sujet. La laverie, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Merci Laurent, merci à tous de me permettre de prendre la parole.
effectivement, je suis content de cette session aujourd'hui, puisque la laverie est souvent, en général, une fonction de l'ombre. Et c'est vrai qu'on voit l'émergence d'un nouveau métier poussé par déjà les retours d'expérience de la loi AGEC et forcément les enjeux qui sont au moins aussi grands de la loi Egalim. Et je suis content que Marianne ait pris la parole pour l'ADEME, parce qu'effectivement, il y a des positions individuelles, il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises, il y a différents types de solutions qui existent, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Maintenant, ce qui est important, et ce que je vois dans les débats qu'on peut suivre, c'est que on peut parler de lobby, par exemple, de l'emballage jetable, de tout ce qui est jetable, qui s'est mis en ordre de marche déjà il y a 3-4 ans. Et ce qui me semble important, au-delà du fait qu'il faille accélérer, on a entendu ce mot, c'est qu'il faut aussi rationaliser, mettre des faits derrière et à défendre le fait par des analyses d'impact ou analyses de cycle de vie. Et là, forcément, la neutralité et la compétence reconnue de l'ADEME, je pense, sera aussi essentielle pour pouvoir mettre en lumière toutes les bonnes pratiques des gens qui sont réunis ici aujourd'hui pour accélérer ces usages et qu'il n'y ait pas de s'aborder, ce serait trop fort comme terme, mais qu'on puisse insister sur le côté vertueux à condition de le faire de façon très professionnelle. Et là, encore une fois, tous les retours d'expérience sont intéressants. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose où on se fait, où mon rôle n'est pas d'être très pushy aujourd'hui. Le rôle, c'est plus de dire il y a une filière qui se structure, qui s'organise avec plusieurs types de métiers, plusieurs approches qui se valent toutes et sont complémentaires. Pour accélérer, il faut qu'on soit absolument déciloté. C'est ce que je constate sur le marché et c'est en tout cas notre posture avec les intervenants, quelle que soit la solution technique retenue à l'arrivée. Merci Alexander. Je vais tout de suite passer la parole à Frédéric Souchet. Frédéric, depuis 5 ans, vous êtes DGCS du Ciresco, cette cuisine centrale au nord-est de Paris. Et puis, pendant 15 ans, vous avez officié dans la restauration événementielle de luxe. Et depuis 26 ans, vous vous êtes investi avec passion pour une restauration collective de qualité. On a vu l'évolution, entre autres, du Ciresco, grâce à vous, ça j'en suis persuadé. Et face aux nouveaux défis que l'on évoque aujourd'hui, qui sont nombreux, bien sûr, vous avez fait une priorité de travailler sur la sortie de l'usage unique pour les contenants dans le cadre du projet Semlog. Donc, de votre côté, vous avez choisi une option de laverie mutualisée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc, une option mutualisée, entre autres, entre le CIREC et le Ciresco. Le CIREC, ce syndicat pour la restauration collective qui est installé à Gennevilliers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos réflexions et cette démarche que vous avez organisée? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'est pas beau de dire toute cette carrière parce que tout le monde a bien compris que j'étais pas si jeune que ça. Mais bon, c'est pas grave. On va passer outre ce détail. L'histoire quand même remonte de très loin. Je vais juste brièvement. Je pense que l'idée du réemploi, l'idée de la sortie de l'usage unique, clairement commence quasiment en 2015-2016 où on a déjà des prémices, on commence à connaître, à entendre perturbateurs endocriniens, on commence dans notre métier, dans notre profession, on commence à comprendre tout ça, on s'interroge. Et puis, moi, le déclic, ça a été vraiment essayer d'entendre, de comprendre des associations et la société civile qui étaient en train de m'expliquer avec des sachants, des savants, qui étaient en train de m'expliquer que l'usage unique, le polypropylène, le contact de l'aliment sur le plastique avec la remise en température, c'était pas si génial que ça. Alors, à partir de 2016, on travaille bien évidemment avec des groupes de travail nationaux, avec Agores, d'autres associations. On peut mettre aussi également Restoco dans la boucle, hein, pourquoi pas. Et puis on travaille, on s'associe avec l'entreprise Usage. Et puis on crée un groupe de travail qui s'appelle Récolim, et là on apprend tous ensemble, on apprend à découvrir les métiers de la laverie, les métiers de la restauration collective, et on se dit que le schéma il n'est pas si simple que ça, hein. Sortir de l'usage unique, sortir du plastique, ça paraît simple comme ça, mais l'histoire elle est beaucoup plus compliquée que ça. Nous sommes le Ciresco. Aujourd'hui, c'est 45 000 repas sur deux cuisines centrales. Déjà, la première réflexion, c'est de se dire, par rapport à la loi Egalim, tiens, les choses ont changé, 20% bio, il va falloir éliminer les produits ultra transformés, il va falloir éliminer les additifs, etc. Donc, c'est-à-dire
éliminer de nombreuses sous-traitances, oublier un peu l'histoire de la liaison froide avec de l'assemblage, mais revenir à l'essentiel, un produit brut, on transforme, on cuisine, et ça devient un plat cuisiné avec une vraie signature d'une cuisine centrale. Ça, c'est la première interrogation. Quand on se pose cette question, on se dit, mais est-ce que nos cuisines sont vraiment adaptées à ça? Ben, les cuisines de 90, des années 2000 sont pas forcément adaptées à ça. On a rationalisé beaucoup de choses. Donc, on remet des outils de cuisson et puis après intervient Egalim, pardon. Et là, on avait déjà un peu anticipé les choses et on s'est dit, le polypropylène, ça va pas durer longtemps. Unique, il y a quand même, on voit bien le dérèglement climatique. On est en train de nous expliquer que tout ça c'est lié. Il faut faire quelque chose. On est une institution publique. On doit être moteur. On doit être exemplaire. Donc, on fait en 2019, fin 2019, début 2020, on fait un webinaire avec de nombreux élus, de nombreux maires. Avec des scientifiques, et puis le couperet tombe directement. C'est pas la sortie du plastique pour nous, c'est la sortie de l'usage unique. Point. Là, il n'y a plus de discussion. Donc là, maintenant, la route, elle est ouverte, c'est tout droit, et on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait? Ecolim nous a dit qu'il fallait de l'espace. On est en Île-de-France, impossible d'agrandir nos cuisines, que ce soit le CIREC ou le CIRESCO, impossible d'agrandir. Première difficulté. La deuxième difficulté, on se pose vite la question, mais la loi Egalim, elle est nationale. Est-ce qu'il y a assez d'inox? Est-ce qu'il y a assez d'inoxier aujourd'hui pour fabriquer tous les contenants? C'était pas une mauvaise question en 2020. On s'aperçoit que ça va être problématique. Quand tout le monde va se réveiller, ça va être un vrai problème. Donc, on crée un groupement d'achat national qui s'appelle Tremplin et aujourd'hui qui représente 9 villes sur le territoire national. Ça part de Toulouse jusqu'à la région Île-de-France. Ça part un peu dans l'Est, dans l'Ouest, ça part un peu partout. Et on fait un groupement de commandes pour s'assurer qu'on aura bien en 2025 les contenants réemployables type inox ouverts. Ça y est, ça s'est fait, c'est acté. Et puis, tout en réfléchissant à ça, on se dit comment on met le couvert, comment on automatise, on passe d'un contenant qui fait 30 grammes à un contenant qui va faire 800 grammes. Oh là là, on souffre beaucoup de TMS dans notre métier. On n'a jamais rien automatisé, on s'est jamais posé la question. Qu'est-ce qu'un cobot, qu'est-ce qu'un robot, qu'est-ce qu'une automatisation? On n'en sait rien. Et puis, on cherche, on réfléchit, on se dit, tiens, il y a quand même des solutions. Et on y travaille. Et puis après, on se dit, est-ce qu'on connaît vraiment le métier de la laverie? On se pose les bonnes questions, on fait des analyses, des prélèvements, etc. Et on s'aperçoit que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on a les bons outils dans les cuisines centrales pour nettoyer des milliers de contenants et puis ne pas revenir à des toxi-infections comme on a connu dans les années 70-80 où il y avait déjà de l'inox. Là, on commence à se faire peur. On se dit, oh là là, peut-être que nos outils de lavage ne sont pas adaptés et qu'il va falloir vraiment y réfléchir. Une fois qu'on a assemblé tout ça, le CIREC et le CIRESCO, on se dit, nous deux, on fait 60 000 couverts. On n'a pas l'espace pour mettre des laveries. Bon, on va essayer de trouver quelque chose qui mutualise. On fait appel à des experts financiers qui nous disent, mais 60 000 couverts, financièrement, ça va être dur à tenir. Il faudrait étendre le volume. Sincèrement, on passe 3-4 coups de fil et on arrive rapidement. Et là, le financier, il nous dit, ouais, économiquement, ça peut être viable. Donc, déjà, on a une structure, on a quelque chose qui tient à peu près la route économiquement. Et puis après, avec les expérimentations, j'en profite pour remercier l'ADEME qui nous a beaucoup aidés pour pouvoir faire nos expérimentations financières parce que tout ça, ça coûte énormément d'argent. On s'aperçoit que les contenants inox qui ont la possibilité de rentrer dans des fours ménagers, et ça disparaît énormément. Donc, on a une disparition incroyable. Donc, on se dit que notre laverie doit être avant tout aussi un centre de gestion. Notre laverie mutualisée doit être un centre de gestion. Et puisque c'est un centre de gestion, c'est la laverie qui doit intégrer la gestion
l'achat et l'investissement des contenants. Ça évite aujourd'hui des collectivités d'investir, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, pour les collectivités, c'est difficile d'investir. Et on a donc du coup Semelog, donc on crée cette SEM qui s'appelle Semelog. Je remercie l'ADEME, je remercie la région Île-de-France qui nous ont épaulés, qui nous ont appuyés. Je remercie un peu à l'avance parce que tout n'est pas encore fait, mais la Banque des Territoires qui ici c'est très rapidement inscrit dans le projet. Et ben on avance aujourd'hui. Donc Semelog, j'espère qu'elle verra le jour aux alentours de 2015. On a le local qu'il faudra aménager. On travaille avec des intégrateurs pour nous mettre en place un système complet de laverie, mais de gestion aussi, qui intègre l'identification de l'ensemble des contenants, parce que c'est un centre de gestion et un contenant, vous savez certainement, hein, vous en tant que professionnel, une barquette polypropylène, ça coûte quelques centimes. Un contenant, ne serait-ce qu'un contenant 1/3 avec un couvercle, ça dépassera les 50 €. Donc, vous voyez, on n'est plus dans la même dimension. Si le contenant réemployable devient juste de l'usage unique, ça va être une catastrophe économique. Donc, il faut penser à un système de gestion. Mais vous savez, quand on regarde un peu l'histoire, quand on revient sur les années 1970, alors moi j'étais né et je me souviens plus bien, mais 75, 80, je me souviens un peu. Eh ben il y avait la consigne, et ça marchait très très bien. Et donc je crois qu'aujourd'hui il va falloir revenir à ces principes de consigne qui nous permettent d'avoir une gestion assurée. Et donc du coup pour revenir à Semelog, moi je commence à changer de métier. J'étais un restaurateur et maintenant je deviens chef d'entreprise de laverie mutualisée. C'est un nouveau métier, c'est très passionnant. Mais on le fait pour le bien du service public. En tout cas, moi, je le fais pour le bien pour le service public et pour défendre les collectivités et qu'ils aient finalement le moindre coût à subir pour le réemploi, qui est quand même avant tout un gros effort pour la santé publique et pour l'environnement. Merci Frédéric, mais 2015 pour le Semelog, c'est pas la bonne date. Semelog, tu t'es trompé de date, je pense. 2015. J'ai dit 2015, oui, 2025. Oui, 2025. 2025, voilà. Là, aujourd'hui, tout est en place. On a le local. On va lancer dans quelques jours l'appel à projet pour les intégrateurs et voilà. Très bien. Donc, moi, j'ai noté dans ton propos, en fait, tu disais qu'autrefois, et j'aimerais avoir votre avis, Alexander, là-dessus, que les outils de lavage n'étaient pas adaptés finalement au lavage des contenants, si j'ai bien compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que il faut des outils de lavage un peu peut-être spécifiques. Et ensuite, la deuxième chose, c'est cet investissement qui me paraît énorme. Bon, tu n'as pas donné de chiffres, Frédéric, mais je sais qu'il est énorme, l'investissement pour la mise en place de cette laverie. Alexander ? Oui. Comme tu citais Frédéric, je pensais que c'était une question à Frédéric. Oui, Frédéric, je pensais qu'il allait réagir, mais bon, non, voilà. Pas de souci. De toute façon, merci d'abord à Frédéric, parce qu'il a souligné tous les aspects, et je dirais ça se travaille longtemps en amont. On se rend compte déjà que 2025 va arriver quand même très, très vite face à des enjeux qui sont colossaux. Le début de la loi AGEC, là, dans sa mise en œuvre, on montre déjà les enjeux et la vitesse qu'il faut mettre, ou la puissance qu'il faut mettre pour que ça avance. La partie Galim sera encore une autre dimension. C'est vrai que si on regarde l'équipement classique des cuisines, on était plus sur le métier du lave-vaisselle qui tournait entre 3, 4 ou 5 heures, que ce soit en cantine scolaire ou de collectivité ou dans les cuisines centrales. Là, on rentre dans une toute autre dimension. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et l'enjeu majeur, c'est qu'on n'est plus dans la fonction achat classique. Le mot d'intégrateur est tombé plusieurs fois. Et dans cette logique-là, c'est vrai qu'on a entendu aussi les mots de surface de l'ensemble des flux, travailler le plus en amont possible sur les scénarios potentiels, et on ne les connaît pas tous. Hein. La puissance pour monter à 120 000 élèves ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. Donc toute cette partie-là, forcément, amène la question de la robotique ou les cobots, les différents noms qu'on peut utiliser. Et là, il va y avoir une réalité économique forcément sur les collectivités, mais l'ensemble de l'économie. Et il va falloir trouver le bon équilibre, parce que jusqu'à maintenant, le facteur main-d'œuvre est très important par l'hétérogénéité des contenants. Est-ce qu'en se disant sur les bacs inox ouverts,
plus ou moins, il y a globalement plus normé que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a là des automatismes possibles? Et c'est vrai que sur la partie mise au conditionnement de la chaîne de chaud vers les contenants, il faut voir que pour être dans un lavage industriel, la vitesse d'alimentation ou d'approvisionnement de ces nouveaux lave-vaisselle, on va dire les tunnels de lavage industriels, pour les nommer comme ça, il va falloir des cadences auxquelles aujourd'hui la robotique, dans sa configuration actuelle, ne sait pas encore répondre. Donc, tant d'un point de vue investissement pour les établissements qui vont tourner 160, 180 jours par an, que la bonne balance pour réduire les TMS et le facteur opérateur, il va falloir trouver effectivement le bon curseur sur des choses où ce process est en devenir. Forcément, les discussions sont en cours. Donc, tous les acteurs de la filière, que ce soit les fabricants de la grande cuisine au sens large, y compris la cobotique ou de l'automatisation, forcément, ça va être le grand challenge des semaines et on est dessus pour trouver des solutions sur semi-automatisation, robotisation, format mixte, pour qu'il y ait un bon équilibre facteur humain, main-d'œuvre, tant les conditions de travail que des cadences, mais bien sûr aussi d'un point de vue ticket à l'investissement. Merci Alexander. Je vais tout de suite passer la parole à François Satin. Vous êtes directeur commercial marketing au sein de la société Usage, où vous êtes associé. Mais vous avez une expérience quand même dans la restauration collective et plus précisément la restauration aérienne chez Servair. Actuellement, Usage, vous avez implanté en région parisienne un centre de lavage à Neuilly-Plaisance et dans le sud de la France, à Avignon. Je sais que vous avez de moult projets dans l'Ouest, le Sud, avec des sociétés de restauration et des collectivités. Est-ce que vous pouvez nous présenter en fait la solution que vous présentez chez Usage? Oui, bonjour à tous et toutes. Usage, c'est effectivement un acteur du réemploi des contenants alimentaires de façon globale. Usage est une entreprise de l'économie sociale et solidaire dont la vocation est de sortir en fait de l'usage unique et aider nos différents clients à pouvoir passer au réemploi, notamment par l'intermédiaire du lavage. Ce qui fait qu'on a deux activités, une activité d'exploitation, donc effectivement d'exploiter des centres de lavage pour apporter un service, et puis également de conseiller, donc d'apporter du conseil à différents acteurs, que ce soit des acteurs de la restauration collective, de la restauration commerciale, mais aussi de l'industrie agroalimentaire, pour les aider à passer d'une situation A, qui est souvent une situation à usage unique, vers une situation B, qui est une situation en réemploi. Alors, c'est vrai que sur le domaine plus spécifique de la restauration collective, comme ça a été évoqué par M. Souchet, on a contribué à notre niveau, effectivement, au programme Récolim. Et puis, ensuite, on a avancé dans nos travaux, puisque aujourd'hui, on opère, en l'occurrence, du lavage pour des acteurs de la restauration publique, comme la ville d'Avignon, des acteurs de la restauration privée, comme Terre de Cuisine, pour ce qui est de notre centre à Avignon, un autre acteur de la restauration privée pour notre centre à Neuilly-sur-Marne, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est effectivement un spécialiste du lavage de ce type de bac en inox. On le fait aussi pour d'autres types de contenants, mais plutôt dans d'autres secteurs d'activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a déjà lavé plus de 200 000 bacs en inox et sur 2023, on en lavera 350 000. Ce qui fait qu'on a développé, de par la volonté en fait, d'usage d'avancer dans ces domaines, beaucoup de travaux de recherche et développement pour être en capacité, comme ça a pu être dit par M. Lorner de MECO, de prendre en compte la totalité de la boucle. Ça veut dire que nous, on apporte un service à des clients qui ont besoin effectivement d'avoir une laverie externalisée, on va dire, avec une fonction importante pour nous, c'est la mutualisation. Tous les acteurs n'ont pas forcément le dimensionnement de Semlog et donc ils peuvent avoir besoin de ne pas traiter par eux-mêmes et de se concentrer uniquement sur leur cœur d'activité et donc de pouvoir faire appel effectivement à Usage pour apporter ce service, en l'occurrence de lavage, avec le bon niveau de prestation de service, tant de ce qui arrive effectivement chez Usage et donc dans quelle configuration ça arrive, dans quel état aussi ça peut arriver. Et puis, évidemment, la dernière partie, c'est la relivraison, en l'occurrence, de ces bacs propres, dans les conditions qui sont définies dans le cadre d'un cahier des charges, évidemment, pour chacun de nos clients. Et là, il peut y avoir, comme ça a pu être dit par Marianne Gouillet au début, des situations finalement assez différentes. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte d'apporter ce service pour éviter que l'acteur, qui est l'opérateur de restauration, n'ait à se concentrer finalement sur un nouveau métier, une nouvelle expertise. Et puis, un enjeu qui est aussi extrêmement important, c'est le dimensionnement. Un acteur de la restauration collective scolaire travaille tout au long de l'année, mais pas avec la même intensité. Quand ce sont des jours scolaires, c'est très intense. Quand ce sont des jours non scolaires, c'est moins intense en fonction de la période de l'année.
Et donc, c'est aussi un enjeu par rapport aux investissements qui sont réalisés, aussi à l'engagement, en l'occurrence, des équipes qui connaissent déjà, dans le cadre évidemment de la production des repas. Et donc, l'idée, c'est que nous, on apporte un service externe avec un niveau de service qui correspond effectivement aux besoins aujourd'hui de ces acteurs. Merci François. Je vais tout de suite, François, te relancer sur. On a eu une petite question de Stéphanie Roy-B. Mais que faire pour les petites communes? Nous, on aimerait bien passer à l'inox, mais on n'a pas d'aide. Et bon, là, il y a les aides, la question des aides, il y a la question du changement d'équipement. Mais est-ce que vos services extérieurs peuvent aider des petites communes? Est-ce que, par exemple, autour d'Avignon, vous arrivez à apporter ce service-là pour ces petites communes? Alors, il faut être très clair, hein, l'enjeu, évidemment, c'est d'apporter un service là où c'est pertinent. Et donc, à partir du moment où on est un acteur du lavage externalisé, il y a un enjeu qui est important, c'est la boucle de réemploi. Qui dit boucle dit transport. Et qui dit transport dit impact. Nous, on est une entreprise de l'impact. Donc, notre sujet numéro 1, c'est de vérifier que la mise en œuvre de cette boucle de réemploi sera cohérente. On l'a fait dans le cadre du travail sur Ecolim, hein, on a fait des études, on a fait travailler également un cabinet qui est Bleu Safran sur une étude d'impact pour regarder justement ces aspects d'impact. Et donc, un des éléments qui est majeur, c'est le dimensionnel en termes de distance et géographie. Et donc, il faut être suffisamment proche pour que, au sens de la viabilité d'impact et économique, ça ait du sens. Donc, ça veut dire que globalement, pour des petites communes, et donc peu importe ce qu'on met derrière petite, puisque l'enjeu, ça va être effectivement le volume à traiter, mais le volume à déplacer. Et donc, en fonction de ces situations, nous, on est à disposition des acteurs de territoire, la plupart du temps sur les enjeux qu'on a en termes de centre et sur la restauration scolaire, c'est plutôt 50 à 100 km. Pour autant, notre expertise peut être aussi intéressante pour d'autres acteurs parce qu'ils ont un patrimoine immobilier particulier, une volonté de ne pas en fait mettre en œuvre, et donc certains d'entre eux vont nous solliciter pour potentiellement faire plus de distance. Et ça veut dire que dès le démarrage, ils sont au clair effectivement sur les impacts que ça va représenter. Donc, on va privilégier aussi là, avec le lavage, les circuits courts. Mais quand même, on voit avec ces deux réflexions entre Frédéric Souchet et vous, François, que finalement, la laverie, une des solutions, elle est finalement extérieure à la cuisine centrale. Alexander, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, je dirais, on touche deux sujets sensibles. C'est la question du maillage, parce que forcément, qui dit réemploi, comme l'a dit M. Satin, c'est où on va chercher le gisement. Est-ce que le gisement, il est que vers du bac inox? Je crois que c'est la force de ce métier qui a émergé, sur lequel l'usage a été l'un des pionniers. C'est précisément d'aller chercher différents gisements possibles, que ce soit par la loi EGaLEX sur des contenants de réemploi en plastique de réemploi. Et je crois que ça, c'est la force. C'est-à-dire que le gisement peut peut-être être étendu à 200 km parce que le gisement sera plus large que juste les cuisines ou les collectivités régionales. Et par opposition à quelque chose qui serait spécialisé, comme on a vu dans certaines approches, que sur le bac inox, que ce soit usage ou un maillage plus global, leur force, c'est la polyvalence qui permet d'aller sur des contenants plus larges, peut-être moins figés que sur la partie inox, qui oblige là aussi à des flux très automatisés ou automatisables dans l'idéal qu'on a vu tout à l'heure. Alors que là, la question qui se pose, c'est par rapport au scolaire, il y a la complémentarité, par exemple, des festivals. Donc, être capable d'aller chercher du gisement au-delà de 50 ou 100 ou 150 km peut faire extrêmement sens par rapport au volume important, justement parce que l'activité peut être complémentaire entre du lavage de gobelets d'un festival ou la restauration rapide. Là encore, la question sur la solution potentielle, ce n'est pas juste un type de laverie type, c'est de se dire quel sera l'investissement pour une machine la plus polyvalente possible entre différents types de contenants, tout en palliant la question des vitesses et du coût unitaire, bien sûr, tout en répondant aux questions d'hygiène. Merci pour Laurent, sur le sujet. C'est vrai que nous, on est en train de finaliser en fait un développement d'un outil de simulation qui s'appelle IJ, comme la déesse de la santé, dont l'objectif est justement d'aider les acteurs qui se posent ce genre de questions, c'est-à-dire est-ce que je dois internaliser, est-ce que je dois externaliser? Et l'objectif, c'est de prendre une cinquantaine en fait de paramètres différents pour aider les acteurs à y voir clair. Après, c'est souvent des acteurs plutôt de la sphère publique, et donc il peut y avoir aussi des choix qui sont plutôt politiques, qui s'associent aux choix très terrain. Et donc, on est en train de travailler sur ces éléments. On sollicite d'ailleurs certains acteurs pour nous aider à affiner en fait le modèle, pour qu'ensuite ils puissent savoir ce qu'il en est. Et donc être en capacité de se dire, oui, c'est vrai que j'avais imaginé des travaux comme ci, j'avais tels espaces.
au vu de mon besoin, c'est plutôt tel type de machine dont j'aurais besoin, des éléments en amont, des éléments en aval. Au final, il y a aussi une autre solution qui est celle de l'externalisation. Et donc, l'objectif pour nous est d'apporter en fait ces visions-là avec IJ. Merci François pour ces précisions. Merci à tous les participants en fait de poser des questions sur le Q&R, donc la fenêtre Q&R. On va y répondre aussitôt après l'intervention de Sophie Sauvourel, qui elle va nous parler d'internalisation puisque donc elle est directrice générale de Papillote et compagnie. C'est en fait une toute nouvelle cuisine centrale qui a été installée à Angers et qui sert 17 autres petites communes de l'agglomération. Et en fait, vous avez choisi une laverie en interne et en fait qui a profité de la construction de cette nouvelle cuisine centrale. Une cuisine centrale de 3000 m² qui a été livrée en juillet 2022 et qui produit 13 500 repas par jour. J'espère que je ne me suis pas trompé, Sophie. C'est tout à fait ça. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais revenir sur l'expérience Angers au niveau de la laverie, puisqu'on a profité donc, de la construction de notre nouvelle cuisine centrale angevine pour faire notre transition écologique et donc supprimer le contenant alimentaire en plastique à usage unique au profit du bac inox. Donc, peut-être en termes de volume, effectivement, tu le disais, Laurent, donc on produit 13 500 repas tous les jours en direction des enfants. On fait les crèches, les maternelles et les élémentaires. Et en gros, 13 500 repas, ça fait à peu près 3 500 bacs inox tous les jours qu'on doit laver, puisqu'il qui dit effectivement contenant alimentaire durable, dit la question du lavage. Alors, effectivement, on a fini par se dire qu'on allait internaliser, mais on a étudié d'autres scénarios au préalable. D'ailleurs, on a été accompagné par Usage en termes de conseils au démarrage de notre action. Et effectivement, au début, on s'est dit, on va plutôt laver dans les satellites, c'est-à-dire dans les restaurants scolaires, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, les bacs reviendront propres sur notre cuisine centrale. Et puis, assez rapidement, on s'est dit, on a commencé à faire des tests. Et puis, on s'est dit, non, ça ne va pas être… Donc ça, c'était en amont de l'ouverture de notre cuisine centrale qu'on a fait des tests, évidemment. Mais on s'est dit, non, ça ne va pas être possible. Parce que d'abord, c'est extrêmement coûteux au niveau investissement dans les différents offices, parce que ça nécessitait de réinvestir dans des lave-vaisselle, dans des outils d'aide à la manipulation. Et puis, c'était aussi coûteux en fonctionnement, puisqu'il s'agissait de rajouter des heures de travail pour faire toute cette vaisselle. Et puis, ça oblige aussi d'avoir un équipement au sein de la cuisine centrale pour désinfecter au retour des bacs. Donc, on a assez rapidement, finalement, abandonné ce premier scénario. Ensuite, on a étudié le scénario de la mutualisation. On aurait aimé mutualiser sur notre territoire angevin avec d'autres acteurs de la restauration collective ou d'autres acteurs du secteur commercial pour avoir des activités mixtes, comme le disait François Satin tout à l'heure. Mais nous, on était pressés par le temps, en fait, parce qu'on avait notre cuisine centrale à ouvrir pour septembre 2022. Donc, on n'a pas pu poursuivre sur cette piste de la mutualisation. Et donc, on est parti sur le lavage en interne. Donc, alors, en même temps, on s'est dit, laver en interne, ça nous permet de maîtriser notre risque sanitaire. Donc ça nous intéressait. Et puis, ça nous permettait aussi de limiter le transport par rapport à une solution d'externalisation vers un opérateur externe. Et puis, ça n'était pas négligeable chez nous. Ça nous permettait aussi d'investir un petit peu moins au niveau du nombre de bacs à acheter, puisque qui dit en fait externaliser le lavage vers un opérateur autre, ça veut dire avoir plus de jeux de bacs inox. Nous, on a fait le choix d'être sur 3 jeux et demi, alors que c'était à peu près 5 à 6 jeux, je crois, si on avait externalisé. Donc, on a fait ce choix, très courageux que nous sommes. On s'est dit, allez, on monte notre petite laverie en interne. Donc, on a aménagé. Alors, évidemment, quand c'est comme ça, en cuisine centrale, on ne peut pas penser le lavage de ces bacs au sein de la plonge batterie qu'on connaît à côté de notre zone de cuisine. Ça, c'est pas possible. Donc, on a toujours notre plonge batterie à côté de notre zone de cuisson, mais on a vraiment un espace dédié à la laverie industrielle. C'est un espace qui fait à peu près 177 mètres carrés chez nous. Donc, on a d'abord un quai retour. Donc, ça, c'est quand nos camions ramènent les bacs sales. Ensuite, on a une zone de stockage des bacs sales qui fait à peu près 45 mètres carrés. On a une zone trempage et zone de l'entrée de tunnel de lavage qui fait à peu près 50 mètres carrés.
Et puis, en sortie de tunnel de lavage, une zone propre où on stocke nos bacs propres sur des chariots qui ensuite partent en zone de production. Et là, ça fait à peu près 50 mètres carrés aussi. On a également investi dans un tunnel de lavage donc qui fait 9 mètres de long, qui a différents modules, du pré-lavage, du lavage. C'est pas moi qu'on parlerait le mieux, hein. Il y a quand même le représentant de Meiko autour de la table, donc je le laisserai intervenir s'il veut effectivement présenter les différents modules qu'il propose. Mais en tous les cas, voilà, avec un convoyeur automatique. Donc, c'est une belle machine avec plusieurs vitesses parce qu'on ne programme pas de la même manière le lavage d'un bac, par exemple, qui est un petit peu croûté, qu'un couvercle qui est plus propre ou qu'une clayette de transport. Voilà. Donc, on a des vitesses différentes à ce niveau-là. Donc, ça nous a coûté, c'est un investissement de 200 000 euros hors taxe. Et puis ensuite, on a embauché, donc ça, j'ai envie de dire, c'était la partie facile en fait, hein, de concevoir un espace, d'acheter un équipement, etc. C'était à peu près la partie facile. Ensuite, on a embauché une équipe de 4 personnes. Donc là, déjà, 4 personnes, c'était le double de ce qu'on avait imaginé au départ. Parce qu'au début, on s'était dit, on va avoir 2 opérateurs, un en entrée de tunnel, un en sortie de tunnel. On va faire tourner notre tunnel de lavage 7 heures par jour. Ce sera bien pour 3500 bacs à laver par jour avec les couvercles. Ce sera parfait. Puis en fait, pas du tout, hein. En fait, on a doublé le personnel. On a une amplitude de lavage qui est de 14 heures. Donc, on a une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Et puis, ce n'est pas facile de recruter sur ces métiers quand même, hein. Donc, il faut quand même se le dire, c'est des profils particuliers. Ce n'est pas des métiers faciles, c'est physiquement difficile, ce n'est pas toujours très attractif. Bon, donc ça, ce n'est pas simple. On a eu du mal à les recruter. On a eu aussi du mal à les fidéliser. Aujourd'hui, voilà, ça fait 10 mois qu'on est là. On a une équipe qui est stable à peu près depuis 6 mois, j'ai envie de dire. Et ils sont contents de faire ce qu'ils veulent, hein. Régulièrement, je vais leur poser la question quand même parce que ce n'est pas un métier facile. Donc, j'essaie de vérifier si la motivation est toujours là, s'ils sont toujours bien. Voilà, ce n'est pas simple, ce point-là. Et puis ensuite, on a eu aussi, donc dans le démarrage, la phase de démarrage et de réglage en fait, de la machine et de la chimie qui va autour de la machine. Et ça, c'est aussi une vraie complexité. On prend du temps en fait, à régler, alors trouver le bon produit, la bonne dureté de l'eau, la bonne température de l'eau. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un sujet compliqué, mais il ne faut pas du tout négliger ce côté chimique qu'on ne maîtrise pas du tout en cuisine centrale. C'est vraiment un autre métier, le métier de la laverie. Voilà. Et puis, on a eu du mal à accepter le fait qu'il fallait tremper et faire du trempage obligatoire avant de le passer dans le tunnel de lavage. Parce que nous, on fait des bons petits plats maison, des petits gratins, tout ça, c'est très, très bon et apprécié par les enfants. C'est dur à nettoyer. Donc, il y a toute cette phase de trempage en amont du lavage qui n'est pas simple et qu'on a mis du temps aussi d'abord à accepter, puis après à bien doser, bien régler. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point qui n'était pas simple pour nous. Et puis, il nous reste toujours un point en suspens. On essaye de s'améliorer, mais c'est l'aménagement ergonomique du travail autour en fait, de cette activité de trempage et puis de chargement du tunnel de lavage, du contrôle visuel quand on est côté sortie du tunnel de lavage, que l'opérateur sort du coup les différents bacs du tunnel de lavage. Il doit faire un contrôle visuel pour savoir si c'est bien lavé ou si ça doit repartir. Heureusement, ça ne repart pas beaucoup, hein, c'est bien lavé, mais donc voilà, ça a été... C'est une activité, je le dis souvent à chaque fois que j'interviens sur notre cuisine centrale, mais c'est vraiment l'activité la plus difficile qu'on connaît en fait chez nous. On a supprimé le plastique dans une cuisine centrale, ça touche tous les process de production. Mais finalement, en cuisine, on a réussi à s'adapter parce qu'on maîtrisait notre métier de base qui est cuisiner, conditionner les plats, etc. Le lavage, c'était pas du tout un métier qu'on connaissait et donc c'est plus compliqué et ça reste vraiment notre point faible à Angers. C'est vraiment notre point faible aujourd'hui, mais on s'améliore tous les jours, heureusement. On a également donc ça fait 10 mois maintenant qu'on a démarré, donc on a quelques données, quelques indicateurs sur la question de l'environnement, parce que nous, à Angers, on a construit une cuisine qui est plus sobre sur le plan environnemental. Donc forcément, on regarde nos indicateurs et le lavage, il y a quand même un petit sujet. Voilà, quand on passe au bac, en tous les cas, et au contenant durable, il y a quand même plusieurs sujets qui se posent sur le transport, la consommation d'eau, la consommation d'électricité, etc. Donc, quelques indicateurs comme ça que je peux vous donner après 10 mois d'expérience. Donc, le premier indicateur, c'est quand même le
le volume et le poids de plastique évité. Donc, on a, et on le sait qu'on a évité et on évite 34 tonnes de plastique par an à l'échelle de notre entreprise que sur les contenants alimentaires. Donc, ça, c'est déjà un point important pour nous. Sur la consommation d'eau aussi, on la regarde tous les mois. Et donc, on est passé, donc avant, on était dans une cuisine centrale qui était plus vétuste, mais on était surtout avec un process avec du plastique. Donc, on avait à peu près, on consommait en moyenne 1,12 litres d'eau par repas produit. Ça, c'était avant, donc avec notre solution plastique. Et maintenant, avec la solution bac inox, on est à 1,65 litres d'eau par repas produit. Et en fait, sur les 1,65, le différentiel entre le 1,12 et le 1,65, alors il y a des choses qui ont changé parce que on n'a pas les mêmes surfaces de lavage, mais on a optimisé un certain nombre de choses. Mais on estime que le lavage en tant que tel ne représente que 0,60 litres par repas produit. Et sur les 0,60, on arrive à dire qu'il y a en gros 0,23 litres pour le trempage et 0,37 pour le tunnel de lavage. Voilà. Tout ça, c'est après 10 mois. On verra quand on aura plusieurs années d'expérience pour consolider ces chiffres, mais en tous les cas, ça donne un premier éclairage sur ces éléments-là. Ensuite, sur les énergies, on est sur les mêmes bases de consommation. On est à 0,50 kWh par repas produit, et c'est ce qu'on faisait avant également. Donc là-dessus, il n'y a pas d'impact. Sur le carburant, par contre, il y a un impact puisqu'on a été obligé de mettre en place une tournée spécifique pour ramener les bacs sales vers… donc, c'est un flux logistique en plus vers notre cuisine centrale puisqu'on ne pouvait pas mélanger dans nos camions, on ne pouvait pas mélanger ou avoir un compartiment propre et un compartiment sale. Donc, on a l'après-midi une tournée. Donc, voilà. Donc, on consomme 2 fois plus de carburant qu'avant. Donc voilà sur ces indicateurs chiffrés. Puis après, peut-être quelques conseils pour ceux qui vont se lancer, parce que vous allez être nombreux de toute façon à vous lancer dans une solution de contenant durable, quelle que soit la solution que vous choisissez. C'est vraiment une transformation des pratiques qui est importante, qui est lourde, qu'il ne faut pas négliger. C'est l'émergence d'une nouvelle activité et d'un nouveau métier en fait, au sein de nos équipes. Et moi, je crois vraiment que c'est important. Alors, c'est important de bien accompagner nos équipes, mais ça, en règle générale, on sait le faire. Mais c'est aussi important d'être bien accompagnés nous-mêmes dans notre démarche. Et j'ai envie de dire qu'il y a 3 types d'accompagnement qui est important. Le premier, c'est l'accompagnement financier, donc par les pouvoirs publics. Et nous, on a bénéficié d'une aide de l'ADEME aussi sur l'appel à projets sur les contenants réemployables. C'est important aussi d'être bien accompagné par les fournisseurs d'équipements. Je disais tout à l'heure la difficulté qu'on a eue à régler la chimie autour de notre machine de lavage. Donc ça, c'est important. Donc, par les fournisseurs d'équipements, mais aussi par les cabinets conseils en amont de nos installations. Des cabinets comme Usage ou comme d'autres. On s'est aussi fait accompagner par un cabinet d'ergonomes pour essayer de bien organiser nos postes de travail. Et puis, le troisième point d'accompagnement, c'est par des pairs, en fait, et par d'autres professionnels qui font les mêmes activités de nous à travers des réseaux comme Agores, entre autres. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on apprend aussi finalement de l'expérience des autres, des difficultés qu'ils ont eues, on évite de refaire les mêmes. Et je crois qu'on a des réseaux professionnels en France où on arrive à échanger relativement facilement. Donc, ce serait dommage de s'en priver, en tout cas. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre expérience en cuisine. Merci beaucoup, Sophie. Moi, je crois que j'adore Angers de plus en plus. C'était une présentation extraordinaire. C'était très bien. Moi, j'ai noté quand même beaucoup de choses, quoi. La surprise, en fait, par rapport à ce métier, en fait, quelque part, de la laverie, puisque c'est quelque chose… Comme tu le dis, c'est quelque chose de difficile, en fait. Il ne faut pas l'appréhender comme ça. La question des ressources humaines et 14 heures par jour, donc le double de ce que vous imaginez, l'aménagement ergonomique, tous ces détails sur l'environnement. Ben, merci beaucoup d'avoir calculé ça. On voit bien que vous êtes, vous, à Angers, à la pointe. C'est quand même le ministre Béchu maintenant, qui était maire d'Angers, qui avait été à l'origine de votre projet. Donc vous êtes exemplaire sur ces calculs et j'en ai pris bonne note et j'espère que nos auditeurs aussi.
Et comme tu as interpellé quand même le fournisseur, Alexander, il faut réagir au propos de Sophie sur un certain nombre de choses. Alors, avant de réagir, justement, je vais réagir à double titre. Déjà, je vais te dire bravo parce que c'est jamais facile d'être parmi les premiers, que ce soit pour Usage, pour le Sémélog ou là pour la cuisine, pour le projet de laverie à Angers. Moi, je suis admiratif parce que ça veut dire découvrir quelque chose on the job, donc ça demande du courage que vous avez eu. Maintenant, je commande d'autant plus facilement que je ne suis pas le fournisseur principal de la laverie. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, c'est on est dans quelque chose qui est compliqué, le lavage, là où ça a l'air très trivial, parce que forcément, on a tous des lave-vaisselle à la maison, donc on se dit, il suffit de yaka. Et la question, c'est on a quand même des flux retours qui reviennent avec un certain degré de salissure ou de séchage. La température est en train de monter là. Le jour où on fait des gratins en hiver, ce n'est pas la même chose. Donc, des bacs inox qui reviennent, forcément, toute l'analyse du flux et aussi pour la partie trempage, on se rend compte que décomposer le cycle, c'est quelque chose qui est un chronophage, qui demande de la surface et qui demande du temps. Donc forcément, nous, en tant que prestataires, fournisseurs, on est très sollicités en ce moment pour trouver des machines qui, avec plus de puissance de pompe, plus d'action mécanique, plus de combinaisons, et avec l'adjonction de la partie chimique, on trouve des solutions. Et là, peut-être juste 30 secondes de cours technique. On parle du cercle de Sinner. Le cercle de Sinner fait qu'une action de lavage est efficace tant en termes de résultat final que bien sûr d'hygiène sanitaire pour ce qui nous occupe, comme vous avez l'action combinée de la température, de la durée, de l'action mécanique et de la chimie. Pour arriver à ce résultat, il faut la parfaite combinaison de ces quatre. Donc c'est vrai que, comme le disait Mme Sovorel, c'est jouer sur l'un des facteurs impacte obligatoirement le résultat final. Donc, dégrader la vitesse ou réduire la vitesse permet d'améliorer peut-être le résultat, mais forcément, quand on parle de 14 heures par jour, l'idée, ce n'est pas de rajouter 2 heures supplémentaires encore pour une équipe déjà sollicitée. Donc, travailler en amont très loin de ce qui est classiquement une fonction achat, le conseil, c'est une bonne approche, de poser les questions. Je pense que ça nous appelle, nous, fournisseurs aussi, à être extrêmement humbles, parce qu'on trouve des solutions ensemble, ça c'est notre posture, mais de se dire les défis, on les relève ensemble, quelle que soit la taille de l'enjeu. Et dans le cas de notre confrère qui a équipé le site, c'est ce qu'ils ont fait également. Le résultat n'était pas là dès le début. Nous, ça nous arrive aussi par ailleurs. On a une personne qui est intervenue également, ou pareil, on apprend encore aujourd'hui. Le but, c'est d'être très vite réactif sur le côté chimie, action mécanique, parce que forcément, les volumes augmentent. Mais le côté de ne pas sous-estimer le contenant et son degré de salissure par rapport à les satellites, on revient sur la distance. Si un bac dans une petite école ou dans un collège n'a pas été collecté le vendredi ou s'il y a un jour férié, imaginez ce que ça donne sans pré-lavage, sans pré-traitement d'une cuisine, un bac qui arrive séché de 3 jours. Il ne faudrait pas qu'on arrive dans une situation où il faudrait les camions réfrigérés pour qu'il n'y ait pas d'empreinte bactériologique excessive à l'entrée. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre peut-être ce qui devrait être traité en satellite quand même un minimum pour que la partie traitement soit la plus fluide possible ensuite. Ça fait encore une nouvelle fois partie des jeux d'équilibre. Donc là, on est en plein dans l'expérimentation et on a, avec ces exemples, je dirais, la parfaite illustration qu'on est sur des questions extrêmement techniques qui dépassent largement juste la question du lavage. Peut-être pour réagir là dans les satellites, parce que je vois des questions là dans le fil et puis vous venez de l'évoquer. C'est vrai que nous, on aurait aimé à Angers au moins faire du trempage dans les satellites, mais vous savez bien qu'on est soumis à des agréments sanitaires et nous, les échanges qu'on a eus avec notre inspecteur de la DDPP ont fait qu'on ne peut pas tremper dans les satellites. Donc, en fait, on demande dans les satellites à ce qu'il y ait un dérochage très fin du bac. Donc, elles enlèvent le plus possible de garniture, j'ai envie de dire. Et après, donc on ne peut pas le tremper. Il faut vraiment avoir une gestion du flux logistique de retour relativement rapide. Et nous c'est vrai qu'on commence à laver les bacs dès l'après-midi, après la consommation. À partir de 15h30, on commence à les laver en cuisine centrale. Il y a les premiers retours les premières tournées qui arrivent là et on commence à laver. Et on commence par le bac et le lendemain matin, on lave les couvercles qui sont dans la salle. Mais... Ce que vous dites, c'est fondamental, c'est qu'ensemble, en tant que filière, je crois qu'on aura un rôle à jouer tous sur définir c'est quoi un standard d'un bac qui est pré-nettoyé ou pré-gratté, par exemple. C'est qu'est-ce qui est admissible, pas admissible pour quelqu'un, pour du personnel dans les cantines scolaires, juste dire un petit coup de spatule ou de plus serait peut-être bienvenu avant que le bac ne revienne, par exemple. Travailler sur cette partie amont fera des grosses différences sur l'ensemble de la chaîne, que ce soit en temps de pré-traitement, mais aussi très trivialement à l'arrivée, combien d'énergie et d'eau il faudra pour laver par rapport à un taux de pré-trempage ou de repasse machine. Oui. On assiste vraiment à une professionnalisation de la fonction de lavage. Ça devient de plus en plus complexe, en particulier quand je vois le développement de ces centres de lavage industriels. Alexander, peut-être dernière question pour vous. Comment vous analysez
cette évolution de la fonction laverie avec, on a vu ces 3 modes de fonctionnement et donc finalement cette prise en compte de ce poste laverie qui pour moi est visité depuis presque 30 ans des cuisines centrales était traité un peu secondairement, c'était pas, on s'en occupait pas tellement. Alors forcément, on accueille ça favorablement. La réalité, il faut être humble parce que les 3 approches qu'on a entendues aujourd'hui sont toutes pertinentes. Elles font tout sens par rapport à un marché qui va être énorme. On a entendu juste la question est-ce qu'il y aura pénurie de bacs inox ou pas, ou de contenants. C'est probable. Donc, de se dire professionnaliser le lavage, c'est une excellente chose. À l'origine, on se disait la loi Egalim, janvier 2025, c'est très loin. Non, c'est demain. Si on parle de process d'automatisation, donc ce qui nous va plutôt bien, c'est que, je dirais, on se parle tous. La preuve aujourd'hui, il faut déciloter les approches pour qu'il y ait plus d'intégrateurs. On a parlé du conseil, des bureaux d'études. Certains commencent à se poser, ont pris le train suffisamment tôt pour se positionner. On n'est plus sur le côté collectivité classique, on est sur l'industrialisation d'un métier qui demande une rupture par rapport aux anciens réflexes. Et là aussi, la partie machine ou expertise nous challenge, là aussi sur les consommations d'eau. C'est la chance que l'on a, c'est au-delà de ces créations de centres qui vont répondre forcément à la partie volumique, que ce soit externalisé, mutualisé ou en interne. Il faut aussi se poser la question, je crois que c'est Frédéric Souchet qui l'avait dit, comment s'organiser les cuisines classiques et comment on peut les accompagner pour que, ne serait-ce que par rapport à l'équipement qu'ils ont en place, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire en upgrade, en évolution, comment on peut faire pour jouer sur les valeurs environnementales, parce que tout ça, c'est quand même fait pour l'environnement. Et la partie qui, moi, jusqu'à maintenant, me frustrait, et ça change, c'est qu'avant, sur les cahiers des charges, on avait certes la technique, mais on regardait que le CAPEX, la partie investissement. Et là, on regarde le rendement, la productivité, le facteur humain, et on regarde combien ça coûte, et en empreinte économique, et en empreinte environnementale. Donc, je dirais, il y a une vraie prise de conscience. Forcément, nous, ça nous sort un peu de l'ombre, mais la responsabilité, naturellement, est très large, parce que derrière, il y a toute la question sanitaire et d'obligation de résultat pour que nous, on soit juste à l'arrivée un petit maillon pour le mieux manger, le mieux consommer dans les cantines. Il ne faut pas oublier la finalité qui est de proposer une alimentation de qualité à un prix abordable pour les collectivités et pour forcément les enfants qu'on nourrit. Voilà, donc, encore une fois, se mettre un peu en retrait, mais les enjeux sont importants et forcément, on est au rendez-vous, on s'est structuré pour être au rendez-vous de l'enjeu. Merci Alexander. Frédéric ou François, je sais que François, vous devez nous quitter, mais on a quand même pas mal de questions qui vous sont finalement destinées. Est-ce que vous voulez faire un commentaire suite à ces 3, François, avant et après Frédéric, par rapport à ces présentations? Alors, moi, je dois vous quitter. J'ai essayé de répondre dans quelques questions qui étaient sur le fil, sur les éléments qui étaient plus directement. D'autres sont plutôt liés à la R&D d'usage, notamment on parle des sujets de trempage. Donc là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites effectivement chez Usage pour avancer plus spécifiquement en amont en fait, des opérations, on va dire, de lavage qui peuvent être réalisées typiquement par les tunnels de Meco ou d'autres marques. Voilà, donc moi, je vous souhaite une bonne suite de webinaire et à bientôt. Merci François. Frédéric, avant que l'on passe aux questions-réponses, Frédéric, un commentaire? Je n'ai pas bien entendu la question. Hein. Pardon? Non, Frédéric, je voulais savoir si tu faisais un commentaire par rapport à ces interventions, à ce que tu as entendu entre les exemples d'usage de Sophie à Angers et vous, et peut-être voilà, une analyse de tout ça. Moi, il faut compte que pour ceux qui n'ont pas encore réfléchi, pas pris de décision, c'est vraiment complexe, c'est vraiment compliqué. Ça doit s'adapter à chaque situation, à chaque cuisine, à chaque satellite. On a tous une histoire. Chaque cuisine centrale, chaque office a une histoire. Il faut le prendre en compte. Il faut vraiment prendre en compte les outils accessibles, l'espace nécessaire pour le stockage. Je rappelle que la restauration collective, c'est 250, en tout cas dans le scolaire, de 3 à 11 ans, c'est 140 jours de grande activité, 110 jours de moindre activité, au moins 50 à 2 tiers de moins. Et donc, il faut penser au stockage sur les périodes creuses. Il faut penser à la gestion pour juillet-août, etc. Donc, la mutualisation est une solution, l'internalisation est une solution aussi, mais il faut bien y réfléchir.
Et puis, on l'a entendu plusieurs fois, c'est un métier qui n'est vraiment pas simple, qui n'est pas attractif, car personne n'a envie de faire toute sa journée de la vaisselle, mais il va falloir quand même le faire. Et donc, c'est un métier à grand risque. Un contenant qui va pas être suffisamment nettoyé, bah, la toxi-infection va revenir, ça c'est clair. On ne prend pas assez en compte, à mon avis, toute la partie séchage, par exemple, qui est primordiale sur le côté sain du contenant. Et ça, un tunnel de séchage, imaginez les mètres linéaires que ça représente, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez besoin de volume, rien que de penser au séchage, vous vous dites, mais je vais la plupart des cuisines, vous allez chez le voisin, quoi, carrément. Hein, donc, 4-5-6 mètres à la machine. Oui. Il faut se poser toutes ces questions-là. Et puis surtout, n'imaginez pas que vous ferez des économies. Ça aura un coût de fonctionnement important, ça aura des coûts d'investissement importants. Préparez vos élus, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais préparez vos élus parce que c'est le réemploi. Le réemploi, je répète, aujourd'hui, on se bat pour le réemploi pour de la santé publique, on se bat pour des réemplois pour l'environnement. Je reste complètement convaincu. J'ai toujours les bonnes questions, mais on va dépenser trop d'eau, on va trop investir dans les minéraux, on va avoir une dépense carbone, etc., plus importante parce que plus de véhicules. Taratata. Quand on calcule tout au bout, quand on le calcule tout, le réemployable est bon pour la planète, ça c'est clair et évident. Merci Frédéric. Ben oui, on l'a vu avec Sophie qui économisait, enfin qui disait qu'elle avait économisé 14 tonnes de plastique par an, de contenants en plastique. Donc, on voit bien que ça fait des économies. On va passer aux questions de nos auditeurs. Charlotte Boulet qui pose la question, pourquoi ne pas prévoir un ramassage des contenants sales le lendemain lors de la livraison des nouveaux plats plutôt que le jour même? Est-ce que Frédéric, Sophie, Alexander? Moi, je veux bien apporter quelques éléments de réponse. On a étudié cette possibilité à Angers et en fait, on n'arrivait pas. Vous voyez, sur la livraison des repas le matin, nous, on livre juste avant la consommation. Et donc, on n'arrivait pas à organiser une tournée de livraison de repas de manière à ce que tout soit livré avant 11 h le matin, parce que c'est notre deadline pour livrer les repas dans les satellites. Ça faisait démarrer trop tôt, donc ça c'était la première, et on ne voulait pas changer nos camions. On n'a pas changé nos camions à Angers au niveau de la logistique. Et donc la seule possibilité c'était d'organiser une tournée de ce qu'on appelle de reverse logistique l'après-midi à partir de 13h30 et jusqu'à 21 h le soir. Et puis le deuxième sujet, c'est le mélange propre-sale dans le camion. Nous, on n'a pas des camions suffisamment grands pour avoir deux zones bien distinctes. Donc, on a abandonné cette solution après l'avoir étudiée. Merci Sophie. Alexander, tu vas ajouter quelque chose? Pas spécialement, dans la réponse est pile poil exact. Nous, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On part de dépenses carbone, c'est-à-dire qu'au grosso modo, on part d'un véhicule qui va partir avec des denrées et des contenants propres, et aujourd'hui avec l'usage unique, il revient vide. C'est quand même un peu, c'est dommage. Donc du coup, j'ai pas encore la solution, mais on travaille vraiment avec les loueurs de véhicules pour aménager les véhicules en ce sens. On est en Île-de-France, la circulation est compliquée, difficile, donc y aller c'est déjà compliqué, revenir et repartir c'est 2 fois plus compliqué. Donc on met tout sur la table, des livraisons de nuit éventuellement, des cloisons amovibles dans les véhicules réfrigérés. Et au bout du bout, là aussi, c'est une vraie stratégie auquel on travaille avec Tremplin. Je reste convaincu qu'on va trouver dans les mois qui nous restent des solutions pour partir à plein et ne pas revenir à vide. J'ai pas encore la solution, mais j'y travaille fermement en tout cas.
y a Emmanuel Condé qui disait les sociétés de restauration collective avec lesquelles nos communes traitent, elles sont en gestion concédée, refusent de passer à l'inox et souhaitent continuer à utiliser des contenants à usage unique. Leur argument, d'après eux, les bacs inox peuvent être utilisés seulement 60 fois. Sophie, Frédéric, est-ce que là-dessus, vous n'avez pas de… Non, non, nous, heureusement, on les a déjà utilisés plus que 60 fois chacun. Non, non. Donc, je ne sais pas, D'accord. peut-être qu'ils font référence à une autre solution, mais non, nous, on est vraiment sur des bacs durables. On estime que les bacs vont durer à peu près une quinzaine d'années et les couvercles une dizaine d'années. On l'estime. On n'a que 10 mois de fonctionnement, nous, hein, donc on peut pas. D'accord. Donc peut-être que les sociétés de restauration dont Emmanuel Condé parle ont peut-être des bacs inox, je ne sais pas. Voilà. Dominique Légat, Dominique, ravi que tu sois avec nous. Et donc, tu posais la question sur un guide sur les recommandations sur l'aménagement et l'engagement sur l'aménagement des plonges dans les restaurants scolaires. Mais oui, les livres blancs d'Agorès avait répondu François Satin. Important de lire ces 2 livres blancs qui sont vraiment très, très bien faits et très complets. J'ai vu un autre message passer. Et alors, moi, je voulais quand même revenir sur la question de l'hygiène. On voit bien que ce n'est pas simple, l'hygiène de ces bacs. Sophie, tu disais bien que finalement, le lavage dans les cuisines satellites ne se faisait pas, c'était pas aussi simple que ça à mettre en place. Et donc, il aurait fallu non seulement en fait un trempage, et tu disais il faut les désinfecter à l'arrivée dans la cuisine centrale. Oui, 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 oui. Effectivement, il aurait fallu laver en fait sur les satellites. Donc ça nécessitait d'investir surtout dans des équipements de lavage un peu plus gros. Il fallait augmenter le temps de travail aussi des agents sur chacun des satellites. Mais en plus, ça nécessitait de toute façon donc, quand même une logistique de retour des bacs, certes propres, mais vers la cuisine centrale. Et en cuisine centrale, il fallait quand même une zone de stockage avant désinfection et après désinfection. Donc, voilà. Donc, en termes d'investissement, ça nous a semblé lourd. Sur le projet d'Angers, après, il y a toujours d'autres bonnes idées qui se passent ailleurs et qu'on regardera d'ailleurs volontiers ensuite. François, tu voulais… Maintenant, il n'y a plus qu'un François. Donc ça réagir, hein. Je vais un tout petit peu réagir. D'abord, j'atteins facilement mon seuil d'incompétence sur ce sujet. Et j'avoue que j'ai bu les paroles de tous les intervenants. Merci à eux. Ce que j'ai un peu relevé, c'est ce besoin d'ingénierie à tous les niveaux et en particulier en amont avant de choisir voilà. Et le besoin d'ingénierie est manifeste dans beaucoup de domaines. On a parlé évidemment de la filière lavage, de la logistique amont et aval, de l'eau, des énergies. Donc sur ces sujets-là, il faut vraiment solliciter les compétences. On a parlé du tracking, excuse-moi, j'interviens, mais le tracking aussi. Le tracking va être primordial. C'est des contenants qui sont extrêmement chers, qui sont tout à fait utilisables chez les ménages, chez les particuliers, etc. Et donc, il va falloir savoir où ils se trouvent. Voilà, les pucer peut-être. Ah, il y a plein de solutions, mais elles ne sont pas toutes si faciles que ça à comprendre. Oui, on a besoin de… Justement, on m'a envoyé une photo. Ah. On m'a envoyé une photo, je la partage avec vous. Voilà où on retrouve les bacs, m'a-t-on dit. Les puces dans un petit village. Je tairai le nom, mais pas très loin d'une grosse cuisine centrale. Il y a un vrai gisement. Il y a un gisement, il y a de la richesse, hein, vous voyez. Donc effectivement, il faut contrôler la gestion des bacs. Oui, on a parlé, et Sophie a insisté là-dessus, et Alexander et Frédéric aussi, sur les besoins en ressources humaines et l'adaptation des ressources humaines sur des postes pas simples, pas faciles.
attention à la sous-estimation de ces fonctions et de ces postes-là, qui sont, Sophie l'a dit, très compliqués. J'ai noté aussi la difficulté des process de lavage sur des plats, sur des composantes faites maison. Il serait plus difficile ou plus, voilà, qui serait un peu plus compliqué à gérer. Et pourtant, on fait la promotion du fait maison au détriment du cuisine d'assemblage. Et donc, a priori, évidemment, complexité des process de lavage qui va augmenter dans les mois et les années à venir. Voilà, je pense que ces besoins d'ingénierie à tous les niveaux mériterait d'être écrit et pour s'orienter sur des aides à la décision et des facilitations pour que les opérateurs publics et privés ne soient pas démunis sur l'étendue des process qu'ils doivent mettre en œuvre et des réflexions qu'ils doivent mener dans l'année qui vient, quoi. Voilà. François, je peux juste rajouter une précision. Il y a des associations professionnelles, que ce soit syndicats, fédérations, ou par exemple Resto France Expert ou FCSI. Juste par exemple, au sein de RFE, la filière se mobilise pour dire c'est quoi les bonnes pratiques en fonction des tailles, une laverie small, M, XL, etc. Mais de l'ensemble de la chaîne cuisson à la mise en froid. Aujourd'hui, par exemple, les bacs plastiques sont empilés, sont passés dans une cellule, mais pas forcément congelés correctement. Le fait de rechanger les pratiques permet peut-être de reprendre en forme de livre blanc ou de guide, je veux dire, les bonnes pratiques pour accompagner ce qui a été donné tout à l'heure. C'est quoi les bons conseils ou les erreurs à éviter que d'autres ont peut-être déjà fait avant? C'est-à-dire, à la lumière du bac inox, tant de la démarque inconnue de la fauche à la fin que de qu'est-ce qui fait une bonne chaîne du froid ou du réchauffage, ou quels sont les avantages des différents types de solutions, chacun étant après forcément libre d'intervenir comme bon lui semble par rapport à ces options de choix qu'il faut mettre sur la table. Donc ça se mobilise, ça travaille sur le sujet en ce moment. Je n'ai pas encore de date directe de sortie, mais c'est dans les semaines qui viennent. Merci Alexandre. Bien, merci Alexandre. Oui, revenons sur la traçabilité des bacs. Sophie, tu pouvais ajouter quelque chose? Comment vous faites pour la gestion de vos bacs? Oui, on est en train de tester à Angers. Effectivement, c'est un sujet, la traçabilité des bacs, parce que ça coûte cher en investissement. Donc, et quand on l'envoie sur… nous, on travaille pour 18 communes. Quand on l'envoie sur 18 communes, ça fait une centaine de satellites. Il faut qu'on sache… où ils sont, potentiellement où ils ont disparu, s'ils disparaissent. Pour l'instant, ils ne disparaissent pas. Et sur la photo, je n'ai pas reconnu mes bacs Bourgeat, donc ça va. Non, c'est pas. Et donc, nous, on a fait graver sur chacun de nos bacs et sur chacun de nos couvercles un data matrix. Et on est en train de développer la solution de lecture du data matrix avec un système de lecture via un PDA et puis une application pour qu'on sache en temps et en heure où est-ce qu'il est et éventuellement où est-ce qu'il est resté, où est-ce qu'on l'a perdu pour pouvoir ne serait-ce que le refacturer à des collectivités s'ils ont disparu. Voilà. Mais en tous les cas, on est en train de le tester à Angers et on devrait pouvoir le déployer à partir de la rentrée prochaine. Donc, on pourra refaire des retours d'expérience si vous pensez que ça intéresse sur le sujet. C'est pas évident. Non plus. Merci Sophie. En fait, on a Pascal qui nous remercie pour l'intervention, vos interventions. Et en fait, elle dit « Je suis une cuisine centrale à plus petite échelle, 450 repas jour. Comment savoir s'il est plus judicieux pour nous d'internaliser ou externaliser? Y a-t-il dans ma région, Pyrénées-Atlantiques, Nord de Pau, une mutualisation de laverie ?» Alors, usage n'étant pas là, mais on revient sur cette question ça va être beaucoup plus difficile, Frédéric, ça va être beaucoup plus difficile pour les petites communes. Enfin, et Sophie aussi, je pense que tu peux apporter une réponse. C'est beaucoup plus difficile de gérer ces contenants, le lavage de ces contenants. Frédéric? Difficile, oui et non. Je pense qu'il y a… je ne connais pas trop le périmètre, mais 450 couverts, je pense que l'externalisation est peut-être un peu surdimensionnée et qu'en interne, on peut gérer. Alors, bien évidemment, hein, c'est loin d'être simple, mais si on arrive à gérer les flux et pas doubler les flux, si on a les espaces pour mettre…
un espace de lavage. C'est comme une salle blanche aujourd'hui, hein, type salle blanche, et qu'on a les espaces pour stocker les contenants. Je verrais plus. Alors, ça demande un chiffrage, mais je verrais bien, je vais là pour ce cas-là, je verrais bien une internalisation et pas une externalisation. Alors, je connais pas bien la région non plus, mais c'est pas facile de s'associer. Hein. Nous, je crois que, enfin, notre projet à 60 000 économiquement, il était compliqué. Il a été plutôt bien reçu par les banques à hauteur de 120 000. Donc, faut y aller, 120 000. Hein. C'est quand même pas des petites collectivités, quoi. Je peux me permettre un petit complément, peut-être. Je crois qu'il y a un seuil. Ouais. Peut-être petite réflexion, mais juste, je réponds en même temps que je réfléchis. Alexander, c'est un environnement qui se structure. Il y a des prestataires, on a vu comme usage, il y en a d'autres. Il y a des acteurs locaux, régionaux qui commencent à émerger, qui sont sur des filières très courtes, en fait, hein, qui n'ont pas vocation à être des acteurs nationaux. On voit émerger ça. Je réfléchis si après, il y a peut-être au niveau de la branche une cartographie ou un maillage possible au fur et à mesure que les centres émergent ou les centres en projet. Pour dire à quoi ressemble la géographie. Est-ce que demain, j'ai quelqu'un qui peut émerger comme prestataire potentiel à une distance proche de ma ville? C'est peut-être quelque chose à laquelle il faut que la filière réfléchisse. J'en mets le sujet pour mes collègues. Et l'autre aspect, c'est il y a aussi des solutions qui sont autres que les tunnels de 8-9 mètres dont on parlait tout à l'heure ou 17-18 mètres quand il faut le séchage. Il y a peut-être des solutions aussi avec des laves capots nouvelle génération avec des modules de séchage particulièrement performants qui garantissent après les questions d'hygiène. Donc peut-être que sur les côtés internationalisation, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Pour 450 élèves, en termes de nombre de bacs, on a la polyvalence peut-être d'un lave-capot moderne, qui est aussi avec ouverture, fermeture automatique, séchage adjoint directement qui garantit l'hygiène. Il y a peut-être des solutions relativement pragmatiques aussi in situ à trouver. Pas insurmontables. Merci. Moi, je Sophie, veux bien tu aussi voulais apporter ajouter quelque quelques chose? éléments. Je crois que ça dépend vraiment de la problématique de chaque structure. Effectivement, on pourrait se dire il y a des questions de taille, etc. Mais en fait, ça dépend vraiment comment vous êtes organisé. 450, c'est vrai que c'est moins qu'une grosse cuisine centrale, mais finalement, peut-être que vous avez des contraintes de locaux, des contraintes de personnel qui sont très importantes et qui pourraient justifier que vous passiez par un opérateur externe. Ou au contraire, que non, finalement, vous avez suffisamment d'espace et que pour le coup, la solution interne pourrait vous intéresser. Il faut vraiment l'étudier. C'est important de se faire accompagner par d'autres, en fait, et avoir des regards, mais il faut des regards de collègues ou de pairs ou de spécialistes, mais sur votre situation à vous. Il faut vraiment regarder, il y a beaucoup de choses à regarder, il faut de l'espace en fait. Si vous faites appel à un prestataire externe, il vous faut quand même de l'espace de stockage dans les différentes offices, du stockage de salles, et puis après le retour des bacs propres, bon, bah, déjà rien que ça, c'est aussi une contrainte en fait. La vraie question est là, hein, c'est la question en amont. N'hésitez pas à venir, que ce soit pour Pau ou ailleurs, madame, la question de c'est quoi mes volumétries, c'est quoi ma problématique. De ne pas dire il me faut ça, c'est d'exposer le problème, y compris avec toutes ces incertitudes. La responsabilité du conseil des fournisseurs, ce sera de dire on sait faire ou on ne sait pas faire, ou au moins de vous soumettre 2-3 options différentes, quelles qu'elles soient, comme on a pu voir aujourd'hui. Mais partir de votre questionnement, c'est le rôle des intervenants du marché de répondre aux questionnements, y compris aux incertitudes, pour que la solution soit le plus évolutive possible en fonction de vos paramètres. Merci Alexander. Une autre question, en fait, c'est là, concernant le mode de transport entre la lave et les cuisines centrales pour garantir la non-contamination des contenants. Alors, je ne sais pas si Frédéric, Sophie ou Alexander, là, vous avez une réponse? Frédéric, j'ai notre process qui est en train de se mettre en place. En clair, on envoie dans des camions réfrigérés les plats cuisinés en contenant propre, bien évidemment. On demande un dérochage dans les offices et un passage de 3-4 minutes pour éliminer le plus de résidus sur le contenant. C'est juste un rinçage. On récupère le contenant sale dans les camions réfrigérés où on essaye de décloisonner au fur et à mesure
du temps. Et puis ensuite, on recentralise sur la laverie mutualisée avec des remorques qui partent sales de la cuisine centrale et des remorques qui reviennent propres et qui font en fait l'espace de la salle blanche, quoi. Ils font la salle blanche du stockage. La remorque qui revient propre fait l'espace de stockage type salle blanche, quoi. Et donc du coup, on ressort au fur et à mesure des besoins des productions de la remorque propre. Voilà, c'est un schéma comme ça. Ça nous évite, nous, on a vraiment un problème d'espace. On n'a pas les moyens de stocker en amont ni en aval. Donc du coup, les remorques du sale font suppléer le manque d'espace et les remorques propres suppléent le manque d'espace en amont ou en aval. Voilà. Donc ça, c'est notre solution. Après, tu peux préciser salle blanche. Ouais, tu peux préciser salle blanche. Alors clairement, ce sont des remorques qui ont certainement un revêtement lisse et lessivable et qui seront décontaminés et qui entreposeront des contenants propres dans une remorque hermétique qui pourra partir de la laverie mutualisée pour être stocké sur un quai en attente de la cuisine centrale et ils seront ouverts au fur et à mesure des besoins. D'accord, merci beaucoup. Et donc, Frédéric. du coup, ça nous évite de redécontaminer juste avant conditionnement. Merci. On a une autre question par rapport, je ne sais pas si Sophie, toi tu fais des livraisons avec tes bacs dans des maisons de retraite ou pour les personnes âgées et la question du micro-ondable, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises puisque dans les maisons de retraite on peut réchauffer souvent le repas au dernier moment dans un micro-ondes, est-ce que tes bacs permettent ça? Non, nous, on ne fait pas ni le portage à domicile, ni les personnes âgées. Donc, nous, on n'est que sur le scolaire, on n'a vraiment que de l'inox. Par contre, il y a des solutions qui sont testées au niveau national, à Fontenay-sous-Bois notamment. Ça, c'est des solutions que vous pouvez retrouver dans le réseau Agores, en fait, qui sont vraiment intéressantes sur le portage à domicile. Mais voilà, il y a beaucoup de tests actuellement qui se font, il y a des nouvelles avancées sur des équipements nouveaux avec de la traçabilité, etc. C'est micro-ondable, c'est pas trop lourd, on voit à travers. Donc, voilà, je ne suis pas la spécialiste du sujet, mais ça avance en tous les cas. Il faut j'ai cru voir des bacs que l'on pouvait, des bacs inox qui passaient au micro-ondes. J'ai cru voir ça. Oui, je confirme. Donc, moi, je fais mis le portage. Et d'ailleurs. Pardon, Laurent. Je vais juste répondre. Je fais 1000 portages par jour. Donc, c'est un sujet qui est très présent chez nous. Donc, je confirme, il y a bien des contenants inox qui sont micro-ondables. Ça existe. Donc, vous les avez sous forme de verre. Le verre, c'est micro-ondable. Ça, c'est pas une nouveauté. En individuel. Et puis, aujourd'hui, vous avez des contenants inox micro-ondables. C'est pas le contenant qui est le souci, c'est le couvercle. C'est le couvercle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, vous avez, pour mettre un couvercle sur les contenants réemployables inox, vous avez souvent des couvercles à clipsage. Et je vous promets que quand vous avez 3000 contenants par jour à clipser, c'est l'enfer, puisqu'il n'y a pas possibilité d'automatiser tout cela. On n'a aucune certitude sur la longévité du clipsage, puisque c'est souvent en matière plastique. Et puis, si vous mettez un couvercle inox sur un contenant individuel inox, la plupart du temps, si vous faites du repas à domicile, on est quand même sur des personnes qui sont dépendantes, ils n'arriveront pas à ouvrir le couvercle. Donc, et en plus, ils ne voient pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que quand il y a un couvercle inox, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un vrai problème. On y travaille ardemment, et notamment avec Fontenay-sous-Bois, avec tout le réseau. Mais la solution miracle aujourd'hui, elle existe. Ce qui se dégage aujourd'hui, c'est quand même un contenant inox avec un couvercle en verre. Un contenant inox avec un couvercle en verre, avec j'arrive jamais à le dire, bandelorage ou un truc comme ça, enfin, une banderole avec un étiquetage dessus.
Voilà, c'est ce qui se dégage aujourd'hui, c'est ce qui nous semble la solution la plus pratique. Mais bien évidemment, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent sont confrontés à la loi AGEC qui, depuis le 1er janvier 2022, personne ne l'applique, personne n'arrive à faire du réemploi pour le portage à domicile pour plus de 4 jours en livraison par semaine. Soyez pas complexés, personne n'y arrive. Donc, c'est pas. Mais on y travaille en tout cas, on essaie de trouver des solutions. Bon, on a la chance d'avoir Jean-Philippe Claude avec nous qui nous dit ne perdons pas de vue qu'il y a une obligation de résultat et pas de moyens. Bon, lui, comme j'ai dit au début, il faut utiliser la fenêtre Q et R. Bon, il a utilisé la fenêtre discussion. Bon, c'est un résultat différent. Donc, il faut quand même trouver sa question, donc son commentaire. Donc, des études permettraient d'évaluer le niveau de risque réel d'un rinçage préalable en office ou la collecte des bacs sales en même temps que la tournée de livraison des satellites. Les DDPP n'y sont certes pas prêtes, mais la HACCP est là pour ça. Alexander, j'aimerais que tu nous dises un mot sur ces obligations de résultats, en fait, pour le rinçage, pour le lavage. Alors, je dirais on va différencier deux niveaux. Aujourd'hui, vous avez une norme DIN qui est en évolution, qui vous dit les températures, les temps de contact, et là aussi, je pense qu'on aura de plus en plus besoin de traçabilité, comme pour le médical, de pouvoir faire les extractions de machines, de dire quelle eau a été lavée avec quel protocole pour être sûr qu'il soit propre. Derrière, forcément, on voit dans les prestataires industriels qu'il y a de plus en plus aussi de mesures bactériologiques avec des mises en quarantaine tant que le résultat de la bactériologie n'est pas sorti. Donc là, on revient sur les histoires de stockage. La machine ou le lave-vaisselle prendra la responsabilité du flux de lavage par rapport à, on sort un contenant qui a été hygiénisé, propre, en sortie. Forcément, aussi, là aussi, avec des obligations de mesure. La partie je ne veux pas dire à risque, mais de vigilance, c'est d'avoir l'ensemble de la marche en avant avec salle blanche ou avec des nivelances de pression pour que l'ensemble du protocole soit bien appliqué. Cette partie-là, c'est à l'opérateur ou à l'exploitant d'en prendre la responsabilité. D'accord. Une question de Hervé Huré. Quelle solution est proposée pour nettoyer les bacs gastro qui sont utilisés un peu en fait, il faut passer par ce que disait Sophie, du trempage, et donc il y a toute une procédure de lavage. Alexander, Sophie, sur cette question des gratins et tout ce qui est cuisson basse température qui marque quand même les bacs. Je ne sais pas. Moi, je vais parler plutôt sur effectivement les gratins, etc. L'important, c'est vraiment qu'ils se soient déjà bien dérochés juste après la consommation dans les satellites. Et puis après, il y a un temps de trempage. Alors, c'est vrai que personne ici ne dira quel dosage chimique il a trouvé, avec quel produit, etc. C'est quelque chose qui ne se dit pas, en fait. Il faut le savoir, ça ne se dit pas, il faut le respecter. Moi, je le respecte. Donc, on ne le dit pas. Mais il faut réussir effectivement à tremper avec le bon produit. Et parfois, il faut frotter, il faut se le dire aussi, parfois, il faut frotter. Donc, il vaut mieux éviter de frotter. Quand on frotte, c'est parce que ça a été mal déroché. Et ça, donc on rappelle les consignes après dans les satellites. Mais voilà, il y a la phase trempage, encore une fois, c'est vraiment une phase importante parce qu'une fois que, du coup, tout ce qui accroche, en fait, est enlevé dans le trempage, le lavage, après, se fait bien dans le tunnel de lavage. Mais voilà, il n'y a pas de secret dans le tunnel de lavage. Si vous mettez un bac croûté, il ressort croûté. Je veux dire là-dessus, je ne veux pas contredire monsieur de chez Meiko, mais nous, à Angers, on n'a pas réussi. On a essayé pourtant, mais on n'a pas réussi. Faire du lavage industriel, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre tout dedans non plus. C'est ça. Je disais, il faut être humble et il y a des lois de physique qui ont des limites. Mais je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. C'est un peu délicat de vous répondre de façon universelle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les centres de lavage se professionnalisent. Les prestataires externes, chacun en amont du tunnel de lavage, essaye de trouver des solutions. Donc, il y a différentes technologies qu'on ne peut pas forcément diffuser parce qu'il y a des accords de confidentialité qui sont signés par rapport à des gens qui en font leur secret de savoir-faire aujourd'hui. Maintenant, il y a différents types de solutions qui allient effectivement action mécanique, manuelle, semi-automatique, de l'ultrason pour certains, de la chimie. C'est encore une fois un juste dosage. La solution universelle aujourd'hui n'existe pas. Si ce n'est le frottage manuel. Écoutez, il est 15h30. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci aux participants. On vous donne rendez-vous le 27 juin
pour un prochain webinaire sur le handicap en restauration. Et écoutez, vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire sur notre chaîne YouTube Défis et controverses. Voilà, et encore un grand merci et à très très bientôt. À très bientôt.